Și acum invit la microfon pe doamna Valérie Bugot. Doamna Valérie Bugot vine de asemenea din Franța, de la Paris. Mesdames et messieurs, je suis très honorée d'avoir été invitée à ce deuxième colloque de Chișinău consacré aux questions économiques. Une analyse de la problématique économique sera d'autant plus utile qu'elle sera abordée sous différents aspects qui permettront de mieux cerner les contours du problème. Aucune dissertation sur la question économique ne peut valablement trouver de fil conducteur si l'on ne fait pas l'effort de pratiquer une analyse sérieuse de son évolution institutionnelle dans le temps et dans l'espace. Or, l'analyse des institutions, mesdames et messieurs, ne ressort pas à strictement parler du champ de compétences des économistes, qui sont des praticiens du domaine économique. L'examen du cadre institutionnel de l'économie est de la compétence des juristes. C'est donc en ma qualité de juriste que je vais intervenir à l'occasion de ce colloque consacré aux questions économiques. C'est également en ma qualité de juriste que je vais faire une indispensable incursion dans le champ monétaire et financier. À titre liminaire, il me semble utile de replacer ce cycle de conférences de Chișinău dans le contexte institutionnel international. Le présent colloque s'inscrit parfaitement dans le droit fil de la déclaration de Philadelphie du 10 mai 1944 qui, si elle avait été appliquée, se serait opposée à la fois à la liberté absolue du commerce international tenu par les multinationales et à l'établissement d'un système monétaire international unifié. Ceci est une vaste histoire. J'ai commencé l'analyse juridique et institutionnelle de la question économique à l'occasion de mon travail de thèse consacré à l'entreprise. Par la suite, mon expérience en tant qu'avocate dans le domaine de la fiscalité internationale et plus précisément des prix de transfert a induit une réorientation du champ de mes analyses. Mon approche initialement juridique et institutionnelle s'est transformée en approche politique et géopolitique. Valérie, je m'excuse plus lentement pour la traduction. Vous avez du temps pour ça. Parce que toute analyse institutionnelle se poursuit nécessairement, naturellement, par une mise en perspective politique et géopolitique. L'économie, en raison des implications qu'elle a dans le quotidien des gens, doit aujourd'hui être considérée comme la matière politique et géopolitique par excellence. Dans le contexte actuel de crise perpétuelle, si d'aucuns dissertent à l'envi avec plus ou moins d'arrière-pensée sur l'impasse économique et financière dans laquelle le monde est plongé, personne ne semble entrevoir, et encore moins proposer, la moindre solution pour sortir de cette impasse. Or, un problème qui ne trouve pas de solution est un problème qui est mal posé. Et le problème économique me semble justement particulièrement mal posé. Pour vous en convaincre, je vais vous faire part des constats auxquels mon approche, que d'aucuns jugeront iconoclaste, et qui est d'ordre juridique, institutionnel, politique et géopolitique, a abouti. Le qualificatif iconoclaste, appliqué dans un contexte de pouvoir temporel et non pas dans un contexte de pouvoir spirituel, ne doit pas faire peur. Il est tout à fait nécessaire de s'opposer à la tradition, même lorsqu'elle est pluricentenaire, lorsque celle-ci mène l'humanité à sa perte. Et c'est justement dans cette direction que nous courons tous collectivement. Il est des époques qui doivent être politiquement iconoclastes et nous sommes précisément dans l'une d'entre elles. En pratiquant l'approche politique et géopolitique de l'économie, j'ai découvert un certain nombre d'éléments qui à eux seuls montrent la voie conceptuelle qui permettra de sortir de l'actuelle impasse économico-monétaire. Impasse qui sévit au niveau mondial et qui nous mène tout droit vers la destruction des peuples et la construction d'un gouvernement mondial dirigé par les principaux détenteurs de capitaux de la planète. Cette petite introduction nécessaire à la compréhension du sujet m'amène à faire la remarque selon laquelle les milieux académiques ne considèrent jamais l'économie selon cette approche institutionnelle, politique et géopolitique, qui est pourtant déterminante. D'un point de vue académique, les économistes pratiquent l'économie, tandis que les juristes mettent l'économie en musique réglementaire sans jamais questionner la pertinence du cadre. Les juristes se cantonnent aujourd'hui à un rôle secondaire consistant à mettre en œuvre
et éventuellement à perfectionner des réglementations économiques. Ils ont, depuis beaucoup trop longtemps, abdiqué leur rôle politique consistant à avoir une approche dynamique et critique de la législation. Ce faisant, les juristes sont devenus inutiles, de simples parasites alimentant un système économico-politique de type newtonien qui éloigne toujours plus l'humanité du soleil nécessaire à sa survie. Cette pente malheureuse est née de l'influence de la théorie pure du droit d'Hans Kelsen. À partir de là, les juristes praticiens sont devenus structurellement incapables de questionner les finalités du droit. Seules les techniques juridiques leur sont restées accessibles. Pour retourner dans le vif du sujet économique et des alternatives envisageables, il faut d'abord et avant tout comprendre que les forces à l'œuvre dans le monde dans lequel nous vivons ont au fil des siècles organisé une domination institutionnelle totale du pouvoir économique sur le pouvoir politique. Cette domination devra prochainement trouver sa conclusion logique dans l'avènement d'un gouvernement mondial appelé Nouvel Ordre Mondial par ses partisans. En réalité, ce nouvel ordre n'a rien de nouveau. Il est l'aboutissement logique de la constante élévation sociale de l'ordre des banquiers commerçants qui a aujourd'hui rang de puissance politique. Cet ordre des banquiers commerçants, dont on peut grosso modo faire remonter la naissance à l'époque des grandes découvertes, est aujourd'hui arrivé à un point où il a acquis un pouvoir mondial de type monopolistique. Les tenanciers de ce pouvoir économique, à force d'accaparement des richesses, sont parvenus au stade où ils imposent des institutions internationales à leur mesure. Le constat malheureux est qu'aucune instance politique n'est plus en mesure de lutter efficacement contre ce conglomérat de banquiers commerçants qui pratiquent un pouvoir absolu et sans partage. Comment en est-on arrivé là est une longue histoire faite de luttes, de contre-luttes et d'un nombre considérable d'abdications. Dès le début, la caste naissante et ambitieuse des banquiers commerçants a entrepris un mouvement en double révolution, consistant d'une part en un effort conceptuel afin de dissoudre le pouvoir politique en place, et d'autre part à mettre en œuvre, pays par pays, une institution capable de centraliser et gérer les masses monétaires en circulation. Concrètement, les deux principaux outils utilisés par le pouvoir économique pour s'élever au rang de puissance politique ont été, premièrement, l'élaboration et la diffusion du principe de séparation des pouvoirs, et deuxièmement, la mise en place de banques centrales. Les Français ont eu un rôle de fer de lance dans la mise en place conceptuelle et institutionnelle de ces deux éléments de destruction massive des peuples et des États. Il semble juste, en retour, que des Français établissent les mesures conceptuelles qui permettront le rétablissement des États, au sens politique du terme, dans leur capacité de fonctionnement normal. Dans le contexte actuel, il ne faut en revanche malheureusement pas compter sur des Français pour mettre en œuvre institutionnellement ces concepts nouveaux dont la finalité est la rénovation du pouvoir politique. Nous y reviendrons. Le premier moyen mis en place par les détenteurs du fait économique dans leur quête du pouvoir est le principe dit de séparation des pouvoirs, théorisé par Charles-Louis de Secondat, baron de Montesquieu. Ce principe a eu le succès spatio-temporel que vous savez. Universellement reconnu comme le seul moyen institutionnel de limiter le pouvoir, il a permis une uniformisation générale des modes de gouvernement de tous les pays du monde, rendant dès lors possible le passage à la phase ultime du gouvernement mondial. La séparation des pouvoirs, fallacieusement présentée comme une limitation du pouvoir, est en réalité une dissolution du pouvoir. Il faut pour s'en convaincre remonter au sens premier du mot politique et se rappeler qu'un gouvernement est la traduction institutionnelle permettant la mise en œuvre de la politique. Au sens premier du terme, la politique est l'art d'organiser la vie de la cité. À ce titre, la politique doit réguler les comportements individuels de manière à ce qu'ils soient compatibles avec un comportement de groupe, un comportement social. La politique s'accompagne donc nécessairement
du pouvoir de maîtriser les lois qui s'appliquent sur son territoire, de rendre la justice, ainsi que du pouvoir de contrainte qui permet d'assurer l'intégrité du groupe. Retirer au pouvoir politique les fonctions législatives et judiciaires revient tout simplement à retirer au pouvoir politique sa raison d'être, qui est en même temps la justification de son pouvoir de contrainte. Si en plus vous retirez au gouvernement la maîtrise de sa monnaie, qui est un des moyens permettant d'œuvrer à la paix sociale, vous obtenez la situation actuelle dans laquelle les États ne sont plus des entités politiques, mais des entités au service du pouvoir économique caché. Il faut ajouter que le principe de séparation des pouvoirs, chargé de dissoudre le pouvoir ancien, sera abandonné lorsqu'il aura rempli sa fonction et que le nouveau pouvoir pourra s'exprimer au grand jour. On assiste d'ailleurs précisément à cette évolution dans la construction européenne, qui est le premier pas vers le nouvel ordre mondial, où le principe de séparation des pouvoirs est ouvertement abandonné. La séparation des pouvoirs ne sera évidemment pas appliquée dans le futur gouvernement mondial. Le second moyen mis en place par les détenteurs du fait économique dans leur quête du pouvoir est la centralisation des questions monétaires dans leurs mains. Le système de la centralisation monétaire, que nous appellerons ici par facilité le système des banques centrales, est né aux Pays-Bas, s'est perfectionné en Angleterre et s'est ensuite installé en France avant de se répandre dans tous les pays du monde. En se généralisant, le système des banques centrales s'est évidemment diversifié et complexifié. La plupart des banques centrales du monde, 60 parmi les plus importantes, sont aujourd'hui gérées et régulées par la Banque des règlements internationaux située à Bâle. Cet établissement bancaire et financier, créé en 1930 à l'occasion du plan Young, a été conçu dès l'origine comme une entité juridique de droit public comparable à un État, moins évidemment la fonction de régulation sociale. Pour l'anecdote, qui n'en est pas une, ce sont les flux financiers via de nombreux prêts qui ont transité par la BRI qui ont financé l'effort de guerre nazi et rendu l'avènement du Troisième Reich possible. Le système des banques centrales s'est vu complété au XXe siècle par tout un tas d'institutions financières, créant dès lors ce qu'il est convenu d'appeler l'ordre financier international. Cette mise sous tutelle financière mondiale des États est cachée derrière les bons sentiments de la prétendue volonté de construire, reconstruire ou aménager les territoires. Il faut ici noter que cacher la réalité factuelle derrière une apparence de bons sentiments claironnés est la méthode suivie depuis toujours par les tenants du pouvoir économique afin d'arriver à leur fin politique. À cet égard, et dans le droit fil de la méthodologie perverse généralement employée par la caste économique au pouvoir, je dois mettre l'auditoire en garde contre une interprétation fallacieuse, généralement faite de l'origine de la construction européenne. Oui, cette construction européenne s'est faite dans le contexte de la domination américaine mondiale du XXe siècle. Mais non, elle n'est pas un produit américain au sens strict. Car il faut considérer que l'Empire américain n'a été et n'est encore lui-même qu'un avatar de la puissance économique et financière globale. Cette puissance, qui a pris politiquement conscience d'elle-même au siècle dit des Lumières, s'est successivement incarnée dans les empires britanniques puis américains. Les États-Unis d'Amérique ont été au XXe siècle ce que la couronne britannique fut au XIXe, une matérialisation du pouvoir grandissant des banquiers financiers. La construction européenne, dont l'origine remonte pour l'essentiel au XIXe siècle, a été pensée par et dans les cercles devant à la domination du pouvoir économique global. La construction européenne est un laboratoire d'essai. Elle est la première marche vers l'intégration de ce qui deviendra, inéluctablement au XXIe siècle, si personne ne s'y oppose sérieusement, le gouvernement mondial, c'est-à-dire la dictature universelle. L'expérience de l'intégration européenne, qui porte le nom d'Union européenne, permet aux détenteurs du pouvoir économique de tester in vivo sur le continent européen ce qui sera généralisé à l'ensemble du monde et constituera les modalités de fonctionnement du gouvernement mondial. Il ne faut pas s'y tromper.
Je pourrais longuement vous parler de l'actuel engouement pour les crypto-monnaies, selon la technologie blockchain, du fonctionnement du circuit économique global et de la façon dont les multinationales s'y sont prises pour mettre les États sous leur dépendance économique. Toutefois, ces développements longs ne sont pas adaptés au format de cette présentation orale. Je pourrais également vous expliquer l'ensemble des conséquences techniques en termes d'organisation gouvernementale de la suppression du principe de séparation des pouvoirs. Mais là encore, il nous faudrait un temps qui n'est pas compatible avec les exigences de la présentation d'ensemble à laquelle répond ce discours. Permettez-moi juste de mentionner que si l'article 13 de l'actuelle constitution russe est en débat, c'est surtout son article 10 qui devrait être mis en cause. Car la séparation des pouvoirs, qui suppose la dissolution du pouvoir, pose un problème politique insoluble à tous les États qui l'ont adopté. L'article 13 litigieux, qui ajoute le dernier clou au cercueil du pouvoir, n'est en réalité qu'une manifestation secondaire du problème politique réel. Pour tous les détails, je vous donne rendez-vous dans un autre cadre. Je termine cet exposé en insistant sur le fait que le droit est le moyen qui permettra soit d'aller toujours plus loin vers l'avènement du gouvernement mondial, soit de stopper ce processus mortifère et d'entreprendre une lutte efficace contre les postulants économiques au pouvoir politique global. Connaître les techniques juridiques permettant de faire face aux dangers ne suffit évidemment pas. Il faut y ajouter une réelle détermination politique qui seule permettra de mettre ces techniques en œuvre. Cette volonté politique ne doit pas être recherchée dans les pays occidentaux qui ne sont pas en capacité politique et socio-culturelle de lutter. Le réveil des BRICS doit, à cet égard, être considéré comme un potentiel espoir, tout en gardant à l'esprit que l'ennemi est puissant, y compris dans ses derniers États. Mesdames et messieurs, je vous remercie de l'attention que vous avez bien voulu porter à cet exposé. Chère Madame Valérie Bigot, je vous remercie de tout mon cœur, de toute mon âme pour cette intervention qui est très proche de ma vision du monde et qui est très nécessaire pour notre société qui est dominée maintenant par le paradigme libéral et par l'eurolâtre qui occupe tout l'espace public de la presse dominante, de TV et tout ça. Merci beaucoup.